Imaginez une situation où vous marchez dans une rue animée et soudain, la pensée d'un vieil ami surgit dans votre esprit. Vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans, vous n'avez pas prononcé son nom. Mais 3 secondes plus tard, votre téléphone sonne. C'est lui. Coïncidence ? Nous n'avons pas décidé de penser à lui à ce moment précis, n'est-ce pas ? La pensée a simplement surgi. Et si nous ne choisissons pas nos pensées, contrôlons-nous vraiment nos esprits ? Dans un univers gouverné par des lois strictes de probabilité, les coïncidences ne devraient pas exister. La physique suggère que ce que vous venez de vivre n'était pas un événement aléatoire. C'était une fuite, une fissure momentanée dans le pare-feu de la réalité. Nous supposons habituellement que la vie est une série d'événements aléatoires flottant dans le chaos. Nous croyons que nous improvisons à mesure que nous traversons le temps. Mais de nouvelles données de la mécanique quantique, de la théorie des nombres et de la neurobiologie commencent à peindre un tableau bien plus sombre. Elles suggèrent que le script a été écrit bien avant votre naissance. Ce que nous allons explorer ce soir n'a rien à voir avec la magie. C'est une question de mathématiques du destin. Nous allons examiner des anomalies précises du comportement des particules subatomiques aux prédictions littéraires les plus troublantes de l'histoire, qui démontrent que le hasard n'est qu'un mot que nous utilisons pour dissimuler les barreaux de la cage. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, cela compte énormément pour nous. Pour comprendre pourquoi la cage existe, commençons par une histoire qui défie toute explication conventionnelle. L'acteur Anthony Hopkins venait de signer un contrat pour jouer dans un film. Il voulait étudier le roman avant le tournage. Il parcourut chaque librairie de Londres. Il fouilla les bibliothèques. Le livre était épuisé, introuvable. Frustré, Hopkins abandonna. Il descendit dans la station de métro de Leicester Square pour prendre le train. Il s'assit sur un banc et là, posé seul sur le siège vide à côté de lui, se trouvait un livre. Il le ramassa. C'était exactement le livre qu'il cherchait. Votre cerveau veut appeler cela de la chance, mais les mathématiques disent que c'est impossible. Dans une ville de 9 millions d'habitants, quelles sont les probabilités de trouver l'objet exact, épuisé, dont vous avez besoin à la seconde exacte où vous abandonnez vos recherches ? Mais l'histoire empire. 1 an plus tard, sur le plateau du film, Hopkins rencontra l'auteur du roman. L'auteur n'avait pas de copie de son propre livre. Il raconta à Hopkins qu'il avait prêté son exemplaire personnel, celui rempli de ses propres notes manuscrites, à un ami qu'il avait perdu dans une voiture volée quelque part à Londres. Hopkins alla à son sac. Il en sortit le livre, trouvé sur le banc du métro. Il l'ouvrit. Les marges étaient remplies de notes manuscrites. Ce n'était pas simplement un exemplaire, c'était l'exemplaire. Si vous calculez la probabilité de cette chaîne d'événements, la voiture volée, le banc du métro, le timing, la rencontre, elle est d'environ 1 sur 10 milliards. En physique, une probabilité d'1 sur 10 milliards n'est pas un accident, c'est une trajectoire. Ce livre a voyagé à travers la ville pendant 365 jours, juste pour atterrir sur ce banc à l'instant exact où Hopkins s'est assis. C'était comme une balle tirée au ralenti. Alors posez-vous la question. Votre futur est-il en route vers vous en ce moment même? Et pouvez-vous seulement l'arrêter? En 1986, un mathématicien nommé John Littlewood décida de cesser de deviner et de vérifier réellement la mécanique du hasard dans une vie humaine. Il voulait voir si ces événements sont véritablement rares ou si nos cerveaux sont simplement mauvais pour comprendre la quantité de données que nous consommons chaque jour. Il définit un événement comme tout ce qui prend environ 1 seconde à votre cerveau pour remarquer et traiter. Il estima qu'une personne normale est éveillée et attentive au monde environ 8 heures par cheater par jour.
Si nous prenons cette règle d'un événement par seconde et faisons le calcul, le volume de données est choquant. 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, cela donne 3600 événements distincts chaque heure. Multiplié par 8 heures, et vous traitez environ 30 000 événements séparés chaque jour. Si nous laissons ce compteur tourner pendant 35 jours, le calcul montre que vous aurez traité environ 1 million de ces événements distincts. Et voici la chute. Si nous définissons une coïncidence folle comme quelque chose ayant une probabilité d'1 sur 1 million, et que vous lancez essentiellement le dé 1 million de fois chaque mois, alors les lois de la statistique disent que vous devez finir par obtenir ce nombre. Ce n'est pas une anomalie inquiétante, c'est simplement un échantillon massif. La loi de Littlewood nous force à une conclusion qui dépouille entièrement le concept de destin de son romantisme. Si vous êtes statistiquement mandaté pour vivre un événement d'une chance sur 1 million tous les 35 jours, alors un miracle n'est plus spécial, c'est un quota. À l'échelle planétaire, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Si chacune d'elles vit une vie normale, rencontrant 1 million d'événements par mois, alors statistiquement, 8 milliards de miracles doivent se produire sur cette planète tous les 30 jours. S'ils ne se produisaient pas, ce serait la violation de la physique. Cela signifie que la synchronisation incroyable que Hopkins a vécue n'était pas un tour de magie. C'était simplement son tour. Il était simplement le point de données qui s'est trouvé tombé dans cette fente spécifique sur la courbe de probabilité. Cela transforme l'idée de synchronicité, d'une connexion mystique, en un sous-produit industriel ennuyeux d'un système massif. L'univers génère le chaos à un volume si élevé qu'il crée accidentellement des motifs qui ressemblent à de l'ordre. Nous appelons cela le destin parce que nos cerveaux sont désespérés pour une histoire. Mais pour l'univers, votre destinée est simplement une erreur statistique qui n'a pas encore été arrondie. Il y a un problème célèbre en théorie des probabilités, appelé le paradoxe des anniversaires, et il expose un défaut critique dans la logique humaine. Imaginez que vous entrez dans une pièce où se trouvent 23 personnes au hasard. Les chances que 2 personnes dans cette pièce partagent exactement le même anniversaire sont supérieures à 50%. C'est un pile ou face. Si vous augmentez le groupe à seulement 75 personnes, la probabilité grimpe à 99,9%. Le bug se produit parce que votre cerveau pose la mauvaise question. Vous pensez quelles sont les chances que quelqu'un ici ait mon anniversaire. C'est un calcul linéaire. Mais l'univers ne se soucie pas de vous. L'univers cherche n'importe quelle correspondance entre n'importe quelles 2 personnes. Avec 23 personnes, vous n'avez pas affaire à 23 dates. Vous avez affaire à 253 paires uniques de connexions potentielles. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de comprendre les mathématiques exponentielles pour survivre dans la savane. Ils n'avaient qu'à compter les lions de manière linéaire. Mais dans un système complexe comme une ville moderne, nous sommes noyés dans ces connexions exponentielles. La cage est plus étroite que vous ne le pensez. En 1938, un physicien nommé Frank Benford remarqua que l'univers a un biais. Il analysa 20 000 ensembles de données différents, des poids atomiques aux statistiques de baseball. Il découvrit que dans les systèmes chaotiques naturels, le chiffre 1 n'est pas juste un chiffre parmi d'autres. Il apparaît comme premier chiffre 30% du temps. Il y a 9 chiffres possibles. Si le monde était véritablement aléatoire, le chiffre 1 ne devrait apparaître qu'environ 11% du temps. Ce motif, connu sous le nom de loi de Benford, est si précis et si universel qu'il agit comme une empreinte digitale de la réalité. L'administration fiscale américaine utilise réellement cette loi pour attraper les fraudeurs. Quand un humain essaie de commettre une fraude, il invente des nombres qu'il pense avoir l'air aléatoires. Mais parce qu'ils ne suivent pas le script de Benford,
Leurs fausses déclarations se démarquent comme un néon contre le fond de la réalité mathématiquement biaisée. Cela implique que les longueurs des rivières, les étoiles dans le ciel et l'argent sur votre compte bancaire ne sont pas des valeurs flottant librement. Ils sont contraints par un algorithme caché qui dicte la probabilité de leur existence. Le jeu est truqué et les dés sont pipés. En 1930, un mathématicien britannique nommé Frank Ramsey prouva que nous n'inventons rien quand nous voyons des formes dans les étoiles. La théorie de Ramsey étudie les conditions dans lesquelles l'ordre doit apparaître. Et son théorème central est d'une simplicité terrifiante. Le désordre complet est impossible. Si vous avez un ensemble de données assez grand, comme des milliards d'étoiles dispersées dans une galaxie, il est mathématiquement impossible d'éviter de créer des motifs reconnaissables. Le chaos manque de façon d'être chaotique. Cela reformule complètement le concept de destin. Nous pensons au destin comme à une force mystique qui nous guide vers une personne ou un événement spécifique. Mais la théorie de Ramsey suggère que le destin est simplement de la géométrie fonctionnant à une échelle massive. Si vous interagissez avec assez de personnes et faites assez de choix, un motif doit émerger. Vous deviez rencontrer cette personne. Vous deviez avoir cet accident. Votre vie est forcée de former un arc narratif. Vous ne connectez que les points qui étaient mathématiquement requis d'être là depuis le moment où le Big Bang a dispersé les données. Le nombre pi est un nombre irrationnel dont l'expansion décimale s'étend à l'infini sans jamais répéter un motif. Si les mathématiciens ont raison et que pi est ce qu'on appelle un nombre normal, alors par définition, il doit contenir chaque séquence finie possible de chiffres. Si vous convertissez les lettres de l'alphabet en nombres en utilisant du code binaire standard, alors quelque part, profondément, dans la queue infinie de pi, vous trouverez les œuvres complètes de Shakespeare, le code du système d'exploitation de votre téléphone et le code génétique de votre ADN. Quelque part dans cette chaîne de chiffres, il y a une séquence qui décrit les coordonnées de votre tombe et la date sur votre pierre tombale. Cette information n'est pas générée par le nombre, elle est contenue en lui. Puisque pi est une constante fondamentale des mathématiques, existant avant le Big Bang et persistant après la mort thermique, cela implique que votre biographie entière n'est pas un événement futur, c'est une donnée statique qui a toujours existé. L'univers est simplement un algorithme de décompression. Le futur est juste des données déjà cryptées dans les constantes fondamentales de la réalité, attendant d'être lues. Vous ne vivez pas une vie, vous décompressez lentement un fichier qui était déjà sur le disque dur. L'apophénie est la tendance du cerveau humain à percevoir des connexions significatives entre des choses non liées. La biologie évolutive nous dit que c'est en fait un patch de survie, encodé dans notre micrologiciel. Pensez à un ancêtre humain marchant dans les hautes herbes de la savane il y a 100 000 ans. Il entend un bruissement dans les buissons, son cerveau doit faire un calcul en une fraction de seconde. Une erreur de type 1 est un faux positif. Il suppose que le bruissement est un tigre, mais c'est juste le vent. Il court, se sent un peu ridicule, mais survit. Une erreur de type 2 est un faux négatif. Il suppose que le bruissement est le vent, mais c'est en fait un tigre. Il meurt. La sélection naturelle est un filtre brutal. Elle a systématiquement éliminé chaque humain détendu et sceptique qui attendait plus de preuves. Les seules personnes qui ont survécu pour transmettre leurs gènes, vos ancêtres directs, étaient les paranoïaques. Ceux qui voyaient des tigres dans le vent. Vous êtes le descendant d'une lignée de machines hypersensibles de correspondance de motifs. Dans l'histoire de la mécanique quantique, il y a une histoire de fantôme que les physiciens n'aiment pas raconter. Elle concerne Wolfgang Pauli, l'un des pères de la théorie quantique et lauréat du prix Nobel. Pauli était un génie théorique.
mais il était un désastre pour la réalité. Ses collègues commencèrent à remarquer une anomalie statistique. Chaque fois que Polly entrait dans un laboratoire, les équipements expérimentaux sensibles tombaient spontanément en panne. Les tubes à vide se brisaient, les engrenages se fissuraient, les compteurs dysfonctionnaient sans cause physique apparente. On appela cela l'effet Polly. Ce n'était pas une plaisanterie, c'était un danger opérationnel réel. Le physicien expérimentaliste Otto Stern avait tellement peur de ce phénomène qu'il interdit officiellement à Polly d'entrer dans son laboratoire à Hambourg. Mais l'exemple le plus terrifiant se produisit à Göttingen. Un après-midi, un appareil complexe et coûteux dans le laboratoire de James Franck explosa soudainement. Les scientifiques se consolèrent en disant au moins « Polly n'était pas ici ». Mais ils avaient tort. Quand ils vérifièrent les horaires des trains, ils découvrirent qu'à la milliseconde exacte où la machine avait explosé, un train transportant Wolfgang Polly s'était arrêté à la gare de Göttingen. Il n'était même pas dans la pièce. Il était simplement dans le rayon. Cela suggère qu'une conscience suffisamment puissante agit comme un signal de brouillage. Les lois de la physique ne sont pas gravées dans la pierre. Elles sont sensibles à la présence d'un observateur. En 1952, le célèbre psychologue Carl Jung traitait une femme qui se révélait impossible à guérir. Elle était hyper rationnelle. Un jour, elle était assise dans son bureau, racontant un rêve qu'elle avait eu la nuit précédente. Dans le rêve, quelqu'un lui avait donné un bijou en forme de scarabée doré. Elle analysait le rêve froidement, le rejetant comme du bruit aléatoire. Mais exactement à ce moment, il y eut un léger tapotement à la fenêtre derrière Jung. Jung se retourna. Quelque chose essayait d'entrer. Il ouvrit le loquet et attrapa l'insecte qui volait dans la pièce sombre. C'était un cétoine doré, un scarabée avec une carapace vert métallique dorée. C'était la chose la plus proche d'un scarabée doré qui existe dans le climat suisse. Jung le tendit à sa patiente stupéfaite et dit « Voici votre scarabée ». Le choc de ce moment fracassa ses défenses rationnelles. La barrière entre son rêve interne et la réalité externe s'était effondrée. Jung inventa un terme pour ce phénomène, la synchronicité. Il la définit non pas comme une coïncidence, mais comme un principe de connexion acausale. Il argue que l'esprit et le monde physique ne sont pas deux choses séparées. Ils sont les deux faces de la même pièce. Quand votre tension psychique interne devient suffisamment élevée, elle rupture le mur. Le rêve se déverse dans la rue. La réalité n'est pas un conteneur solide, c'est une membrane réactive. Et si vous poussez assez fort de l'intérieur, la membrane s'étire et l'univers est forcé d'imprimer l'objet de vos pensées en 3 dimensions. Il y a un dernier phénomène que nous devons examiner avant de conclure, et c'est celui qui lie le monde intérieur de l'esprit au monde extérieur de la matière de la manière la plus directe. L'effet nocebo est le jumeau maléfique de l'effet placebo. C'est le mécanisme biologique par lequel l'esprit utilise son autorité pour assassiner le corps. Si un médecin vous tend un verre d'eau et vous dit avec une conviction absolue que c'est un poison puissant, votre corps croira le récit plutôt que la réalité chimique. Votre cerveau déclenchera une réponse de combat ou de fuite si sévère qu'elle peut causer de véritables dommages physiques. Dans des essais cliniques de chimiothérapie, des patients à qui l'on a donné une solution saline inoffensive, mais qui pensaient que c'était de la chimio, ont effectivement perdu leurs cheveux. Leurs cellules, parfaitement saines, se sont suicidées simplement parce que l'esprit l'a commandé. Il existe un cas documenté d'un homme qui a tenté de se suicider en avalant 26 pilules. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital avec une pression artérielle dangereusement basse. Il s'effondrait. Mais quand les médecins analysèrent le flacon vide,
ils réalisèrent que les pilules étaient des suppléments inoffensifs d'un essai clinique. Il n'avait pris aucun poison, mais son esprit croyait au script. Il croyait au script si fort qu'il a physiquement arrêté son système cardiovasculaire pour correspondre à l'attente de la mort. Cela prouve que votre biologie n'est pas une machine câblée en dur. C'est une imprimante tridimensionnelle qui prend ses instructions de votre conscience. Chaque pensée paranoïaque que vous avez est une ligne de code que votre cœur et vos poumons sont forcés d'exécuter. Vous pouvez littéralement vous penser jusqu'à la tombe. L'effet observateur à l'intérieur de votre corps signifie que vous n'êtes pas simplement le pilote du vaisseau. Vous êtes l'architecte de sa défaillance. Nous acceptons que l'esprit peut tuer le corps. Nous acceptons que l'effet nocebo est réel parce que le cerveau est connecté au cœur par des nerfs. Cela fait du sens mécanique. Mais sûrement c'est là que le pouvoir s'arrête. Vous ne pouvez pas fixer une pierre et la faire bouger. Vous n'êtes pas un Jedi. C'est ce que nous pensions jusqu'à ce que les expériences de Schmidt avec le strontium 90 prouvent le contraire. Si un employé ordinaire de Boeing peut incliner un atome de strontium simplement en le souhaitant, que faites-vous au champ de probabilité fragile de votre vie quand vous obsédez sur un résultat spécifique pendant des semaines? Vous n'attendez pas simplement le futur, vous pliez physiquement la voie ferrée. En 1927, Niels Bohr et Werner Heisenberg prouvèrent que le mobilier subatomique ne se comporte pas comme nous le pensions. Ils découvrirent qu'un électron n'est pas une petite bille dure en orbite autour d'un noyau. Quand vous ne le regardez pas, l'électron cesse physiquement d'avoir une position. Il se dissout. Il devient une fonction d'onde. Un nuage fantomatique de probabilités mathématiques qui existe partout à la fois. L'électron ne se fixe en une position unique et solide qu'au moment exact où vous essayez de le mesurer. L'acte d'observation force l'univers à faire un choix. Il force l'onde floue à s'effondrer en une particule dure. Cela implique quelque chose de terrifiant sur la nature de vos propres yeux. Vous ne recevez pas passivement la lumière. Votre regard est une force active. Il agit comme un laser qui brûle la probabilité en réalité. Sans un observateur, l'univers n'est qu'un brouillard de peut-être. Il faut un esprit conscient pour forcer le peut-être à devenir est. Maintenant, prenez cette logique subatomique et mettez-la à l'échelle de votre vie. Avant que vous ne tourniez le coin de la rue était une superposition de possibilités infinies. Dans une version, la rue était vide. Dans une autre, il pleuvait. Dans une autre, votre ami était là. La fonction d'onde de la ville contenait toutes ces chronologies simultanément. Mais vous portiez une charge mentale spécifique. Peut-être que vous étiez seul. Peut-être que vous pensiez au passé. Cet état mental a agi comme l'appareil de mesure. Quand vous avez tourné le coin, votre observation a effondré la fonction d'onde. Et parce que votre état interne était biaisé, elle a effondré la réalité dans la version spécifique qui correspondait à vos pensées. Vous n'avez pas rencontré votre ami. Vous l'avez tiré du vide quantique. Cela inverse la flèche de cause et effet. L'événement ne vous est pas arrivé. L'événement s'est produit à cause de vous. En 1983, le neuroscientifique Benjamin Libet réalisa une expérience qui soulagea le capitaine de son commandement. Il connecta des sujets à un électroencéphalogramme et plaça un bouton devant eux. Appuyez sur le bouton quand vous en avez envie. Le EEG montra un pic d'activité électrique dans le cortex moteur qui commençait à monter 500 millisecondes complètes avant que le sujet ne rapporte ressentir l'envie de bouger. Le cerveau avait déjà pris la décision, préparé les muscles et lancé la séquence avant que le moi conscient n'ait la moindre idée de ce qui se passait. En 2008, John Dylan Haynes, au Max Planck Institute, élargit le fossé à 7 secondes, parfois 10. Un algorithme de reconnaissance de motifs
pouvait prédire quel bouton le sujet allait presser avec 60% de précision, 10 secondes avant que le sujet n'en soit conscient. La conscience n'est pas le PDG qui prend les décisions. La conscience est le département des relations publiques dont le travail est d'expliquer les décisions prises par la machinerie profonde du cerveau et d'en revendiquer le crédit. Vous êtes un bambin avec un volant en plastique sur le siège passager, croyant que vous tournez les roues pendant que la voiture se conduit elle-même. Dans les années 1970, un physicien nommé Helmut Schmidt décida de tester la capacité télékinésique de l'employé humain moyen. Schmidt n'était pas un mystique marginal travaillant dans un sous-sol. Il était physicien au laboratoire de recherche scientifique de Boeing. Il construisit une machine pilotée par le processus le plus purement aléatoire de l'univers connu, la désintégration radioactive. Il utilisa du strontium 90. Quand un atome de strontium 90 se désintègre, il émet un électron. C'est un événement quantique. Il est fondamentalement imprévisible. Schmid connecta un compteur Geiger à cette désintégration et le relia à un cercle de lumière. Si l'atome se désintégrait d'une manière, la lumière se déplaçait dans le sens des aiguilles d'une montre. Si elle se désintégrait de l'autre, elle se déplaçait dans le sens contraire. Laissée seule, la machine était parfaite. Les lumières se déplaçaient au hasard, 50-50. Puis Schmidt amena des gens ordinaires. Il leur demanda simplement de vouloir que la lumière se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur des dizaines de milliers d'essais, la machine se détraqua. Le hasard se biaisait. Les lumières commencèrent à se déplacer dans la direction que les sujets voulaient, déviant de la base statistique d'environ 1 à 2%. 1% semble insignifiant. Mais en physique, une déviation d'1% dans le taux de désintégration d'un isotope radioactif est un tremblement de terre. C'est comme laisser tomber un stylo et le voir tomber légèrement de travers parce que vous l'avez regardé. Cela suggère que la pensée n'est pas simplement un fantôme dans la machine. La pensée a une masse. La pensée a une microgravité qui peut atteindre et incliner les probabilités du monde physique. En 1935, Einstein vit les implications de la mécanique quantique et il les détesta. Les mathématiques suggéraient que deux particules pouvaient devenir intriquées, partageant une existence mathématique unique. Si vous prenez deux électrons intriqués et les séparez par la largeur de la galaxie entière, ils sont toujours le même objet. Si vous mesurez le premier électron et trouvez qu'il tourne vers le haut, le second électron va instantanément, à ce moment exact, se fixer en rotation vers le bas. Einstein appela cela l'action effrayante à distance. Il se moqua de cette idée. Son argument était basé sur la vitesse de la lumière. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Einstein a parié sur les variables cachées. Et il a perdu le pari. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour avoir prouvé expérimentalement que l'intrication quantique est réelle. L'univers est non local. La distance est un mensonge. Tous les modèles cosmologiques actuels affirment qu'il y a 13 milliards 800 millions d'années, tout dans l'univers connu était écrasé en un seul point de densité infinie, la singularité. En ce moment, toute la matière était en contact. Toute la matière était intriquée. Puis le Big Bang s'est produit, l'univers s'est étendu, les particules se sont envolées pour créer des galaxies. Mais selon les règles de l'intrication quantique, la distance ne brise pas le lien. Si deux particules interagissent une fois, elles restent mathématiquement liées pour toujours. Cela implique que l'expansion de l'univers n'est qu'un tour visuel. C'est une inflation de l'espace vide entre les objets.
Mais les objets eux-mêmes se serpent toujours la main au niveau quantique. L'univers n'est pas une collection d'éléments séparés. C'est un serveur unique. Les jumeaux Jim constituent la référence absolue pour l'argument contre le libre arbitre. En 1940, 2 garçons jumeaux sont nés dans l'Ohio. Ils furent séparés à la naissance, adoptés par des familles différentes et élevés complètement à part. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se sont jamais parlé. Ils ne savaient pas que l'autre existait. 39 ans plus tard, ils se trouvèrent. Et quand les chercheurs comparèrent leur vie, les données ressemblaient à un bug dans la simulation. Les 2 familles avaient indépendamment nommé les garçons James. Les 2 Jim étaient devenus des agents de l'ordre. Les 2 avaient épousé une femme nommée Linda. Les 2 avaient divorcé de Linda. Les 2 avaient ensuite épousé une femme nommée Betty. Les 2 avaient nommé leur premier fils, James Allen, avec une orthographe légèrement différente. Les 2 avaient un chien d'enfance nommé Toy. Les 2 fumaient des Salem à la chaîne. Les 2 conduisaient une Chevrolet bleu clair. Quand ils se rencontrèrent, ils réalisèrent qu'ils avaient y vécu exactement la même vie, jusque dans la marque de nicotine et le nom de l'animal domestique pendant 40 ans. Cela implique que ce que vous appelez votre personnalité est simplement un algorithme biologique exécutant un code semence spécifique. L'ADN n'a pas seulement déterminé la couleur de leurs yeux, il a déterminé leur goût en matière de femmes, leur addiction à la nicotine et leur préférence pour les berlines Chevrolet. Si ce sont des marionnettes, alors vous aussi. Un biologiste de Cambridge, nommé Rupert Sheldrake, proposa la théorie de la résonance morphique. Il argumenta que la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau. Le cerveau n'est pas un disque dur, c'est un récepteur radio. Les fichiers sont stockés dans un champ non local appelé le champ morphique, essentiellement un stockage cloud pour l'espèce entière. Dans une série célèbre d'expériences, des chercheurs à Harvard apprirent à un groupe de rats de laboratoire à s'échapper d'un labyrinthe aquatique complexe. C'était difficile. Cela prit aux rats des centaines de tentatives. Mais une fois que les rats de Harvard maîtrisèrent le labyrinthe, des chercheurs en Australie, de l'autre côté de la planète, placèrent un groupe de rats complètement non liés dans un labyrinthe identique. Ces rats australiens résolvaient le labyrinthe significativement plus vite. Cela implique que quand les rats de Harvard ont résolu le puzzle, ils ont téléchargé la solution dans le cloud de l'espèce. Les rats australiens n'avaient pas besoin de tout comprendre de zéro. Ils ont simplement téléchargé la mise à jour. Cela explique pourquoi de nouvelles idées apparaissent souvent à de multiples inventeurs au même moment, comme le calcul découvert par Newton et Leibniz simultanément. Si le cerveau est juste une machine réactive, alors l'environnement auquel il réagit est suspicieusement optimisé. Il y a un phénomène que vous avez certainement vécu. On l'appelle le phénomène Baader-Meinhof, ou l'illusion de fréquence. Vous apprenez un nouveau mot ou remarquez un modèle spécifique de voiture, et soudain, au cours des 48 heures suivantes, vous voyez ce mot 3 fois et cette voiture partout. L'explication confortable est l'attention sélective contrôlée par le système réticulaire activateur dans votre tronc cérébral. La voiture rouge était toujours là, mais votre cerveau l'a filtrée comme du bruit inutile. Mais vu à travers le prisme de la théorie de la simulation, il y a une explication technique beaucoup plus efficace. C'est le chargement d'actifs. Si vous construisez un jeu vidéo en monde ouvert massif, la mémoire vive est limitée. Vous ne pouvez pas garder chaque modèle de voiture chargé en mémoire en même temps. Alors le moteur triche. Il utilise le chargement paresseux. Il ne charge que les actifs actuellement requis par le joueur. Mais une fois qu'un actif est chargé dans la mémoire à court terme, l'ordinateur veut continuer à l'utiliser. Il est moins cher pour le processeur de rendre la même voiture rouge
5 fois de suite que d'aller chercher 5 voitures différentes sur le disque dur. Le phénomène Baader-Meinhof ressemble suspicieusement à cet algorithme d'optimisation. Ce n'est pas un signe mystique que vous êtes sur le bon chemin, c'est un signe que le moteur de rendu est paresseux. En 1948, Claude Shannon publia un article qui créa le monde numérique moderne. Il définit un concept appelé l'entropie informationnelle. L'entropie est une mesure de combien de surprises contient un message. Si chaque lettre d'un fichier est aléatoire, le fichier a une entropie maximale. Le chaos est coûteux. Stocker du chaos pur nécessite d'enregistrer chaque caractère individuellement. Mais si le fichier contient la lettre A répétée 1 million de fois, il a une entropie nulle. Vous pouvez le comprimer en une ligne de code disant « imprimer A 1 million de fois ». C'est ainsi que fonctionne un fichier zip. Il cherche les redondances. Si l'univers est une simulation ou une structure mathématique, il doit traiter des données et stocker l'état de chaque atome. Si chaque atome bougeait au hasard, l'univers nécessiterait une puissance de traitement infinie. Ce serait un fichier incompressible. Le système surchaufferait. Alors le système optimise, il désire la faible entropie, il désire l'ordre. Les lois de la physique ne sont pas conçues pour créer la liberté. Elles sont conçues pour créer la compression. La gravité agglomère la matière en sphères parce qu'une sphère est la forme la plus simple à décrire mathématiquement. Les fractales dans la nature, les fougères, les côtes, les poumons, sont utilisés parce qu'une seule équation peut générer une complexité infinie. La raison pour laquelle vous voyez de la structure partout n'est pas parce que la structure est belle. C'est parce que la structure est la seule façon de maintenir la taille du fichier de la réalité assez petite pour tourner sur le matériel. En 2003, Nick Bostrom publia un article formalisant le cauchemar, le trilemme de la simulation. Bostrom argue que toute civilisation technologique doit tomber dans l'une de 3 catégories. Soit elle s'éteint avant d'atteindre un stade post-humain de technologie, soit elle atteint ce niveau de pouvoir mais n'a aucun intérêt à faire tourner des simulations, soit elle survit, a le pouvoir et fait tourner des simulations. Si la 3e option est vraie, alors pour chaque réalité biologique de base, il y a des milliards de réalités simulées. Les probabilités que vous soyez la personne réelle sont d'1 sur 1 milliard. Cela explique tout ce dont nous avons discuté. Cela explique les pixels, la longueur de Planck, cela explique la limite de vitesse, la vitesse de la lumière, cela explique le glitch, la synchronicité. Nous ne découvrons pas les lois de la nature. Nous faisons de la rétro-ingénierie du code source du moteur qui nous rend. Dans les années 1980, le physicien et informaticien Stephen Wolfram prouva que la complexité ne nécessite pas un créateur complexe. Il découvrit la règle 30 des automates cellulaires. Quand il exécuta cette ligne de code simple et spécifique, le motif ne se répéta pas et ne mourut pas. Il explosa en chaos. Il généra une structure de complexité infinie qui ressemblait exactement à la coquille d'un escargot de mer ou à la croissance d'une forêt ou au bruit de fond du cosmos. Wolfram prouva l'irréductibilité computationnelle. Vous n'avez pas besoin d'un dieu complexe pour créer un univers complexe. Vous avez juste besoin d'un code semence très simple et assez de temps pour le laisser tourner. Ce que vous appelez la physique n'est que le motif émergent sur le papier quadrillé. Ce que vous appelez la biologie n'était qu'une sous-routine de ce motif. La complexité de votre vie, vos émotions, vos souvenirs, votre âme, n'est que le résultat visuel d'un opérateur mathématique simple, basculant des bits de 0 à 1 depuis 13 milliards d'années. L'effet nocebo est le jumeau maléfique de l'effet placebo. C'est le mécanisme biologique par lequel l'esprit utilise son autorité pour assassiner le corps. Si un médecin vous tend un verre d'eau,
et vous dit avec une conviction absolue que c'est un poison puissant, votre corps croira le récit plutôt que la réalité chimique. Votre cerveau déclenchera une réponse de combat ou de fuite si sévère qu'elle peut causer de véritables dommages physiques. Dans des essais cliniques de chimiothérapie, des patients à qui l'on a donné une solution saline inoffensive, mais qui pensaient que c'était de la chimio, ont effectivement perdu leurs cheveux. Leurs cellules, parfaitement saines, se sont suicidées simplement parce que l'esprit l'a commandé. Il existe un cas documenté d'un homme qui a tenté de se suicider en avalant 26 pilules. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital avec une pression artérielle de 8/4, dangereusement basse. Il s'effondrait. Mais quand les médecins analysèrent le flacon vide, ils réalisèrent que les pilules étaient des suppléments inoffensifs d'un essai clinique. Il n'avait pris aucun poison, mais son esprit croyait au script. Il croyait au script si fort qu'il a physiquement arrêté son système cardiovasculaire pour correspondre à l'attente de la mort. Cela prouve que votre biologie n'est pas une machine câblée en dur. C'est une imprimante 3D qui prend ses instructions de votre conscience. Chaque pensée paranoïaque que vous avez est une ligne de code que votre cœur et vos poumons sont forcés d'exécuter. Le physicien Eugène Wigner réalisa en 1961 que le modèle standard avait un défaut fatal. Vous connaissez le chat de Schrödinger. Le chat dans la boîte est à la fois mort et vivant jusqu'à ce que vous ouvriez le couvercle. Mais Wigner demanda que se passe-t-il si je me tiens à l'extérieur de la pièce pendant que vous ouvrez la boîte. De ma perspective, vous faites maintenant partie de l'expérience. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte du laboratoire et vous demande ce que vous avez vu, vous êtes dans une superposition de « a vu un chat vivant » et « a vu un chat mort ». Cela s'appelle la chaîne de von Neumann. Vous pouvez continuer à zoomer indéfiniment. Il n'y a aucun point mathématique où le brouillard quantique s'arrête et la réalité solide commence. Le paradoxe de Wigner prouve que le matérialisme objectif est mort. Vous ne pouvez pas avoir un univers fait de roches mortes. Vous avez besoin soit d'un Dieu solitaire, soit d'accepter que vous vivez dans un rêve où le décor ne se charge que quand vous le regardez. Le déjà-vu est l'artefact d'un crash système. Votre cerveau confond le maintenant et l'autrefois. Normalement, quand vous expérimentez un événement, les données sensorielles vont dans un tampon temporaire appelé la mémoire à court terme. Une fraction de seconde plus tard, elles sont traitées et classées dans la mémoire à long terme. Mais parfois, le câblage court-circuite. Les neurologues croient que le déjà-vu se produit quand les données sensorielles du moment présent sautent accidentellement le tampon à court terme et sont écrites directement dans l'archive à long terme. Vous percevez le moment au moment même où vous vous en souvenez. Votre cerveau signale l'entrée comme un souvenir parce qu'il a trouvé les données dans le dossier à long terme, mais il vient de les y mettre. C'est une erreur de timestamp. Dans Matrix, ils expliquent d'autres le déjà-vu comme un glitch, un signe que les agents changeaient quelque chose dans le code. La théorie de l'erreur d'écriture suggère que c'est littéralement vrai. Quand vous ressentez le déjà-vu, vous surprenez la simulation en train de bégayer. L'image a gelé, le serveur a lagué. Pendant un bref instant, la chronologie s'est désynchronisée et vous avez vu le taux de rafraîchissement de votre propre réalité. Si nous combinons les données de Libet, Haynes et l'univers bloc, nous sommes forcés de construire un modèle de l'existence humaine qui est profondément inconfortable. Nous devons dépouiller la vanité du soi. Nous imaginons habituellement le cerveau comme une hiérarchie descendante. Nous pensons que nous, la voix consciente dans notre tête, siégeons dans le bureau ovale, examinant les données et émettant des commandes au corps. Mais les neurosciences prouvent que la hiérarchie est inversée. La conscience n'est pas le président, c'est l'attaché de presse.
Son travail n'est pas de faire de la politique. Son travail est de se tenir au podium après que la politique a été promulguée par l'état profond des réseaux neuronaux et de l'expliquer au public. Elle construit un récit de « j'ai fait cela parce que pour donner du sens à une action qui était inévitable ». Cet écart, les 7 secondes entre le choix neuronal et la pensée consciente, est la zone tampon où l'illusion du libre arbitre est générée. Si vous perceviez vos actions au moment exact où vos neurones s'activent, vous vous sentiriez comme une machine. Vous sentiriez votre bras bouger avant de vouloir qu'il bouge. Vous seriez terrifié par votre propre corps. Alors l'évolution a créé une interface utilisateur. Elle a créé un délai. Elle a créé un décalage qui permet au cerveau de coudre la volonté et l'action ensemble dans un film sans couture, cachant les engrenages qui grincent en dessous. Cela change radicalement la définition de la synchronicité. Quand vous vivez une coïncidence frappante, comme penser à une chanson et l'entendre, ce n'est pas parce que vous influencez l'univers. C'est parce que le script de l'univers vous a influencé. Votre subconscient, qui est intriqué avec l'environnement et lit les coordonnées futures de l'univers bloc, savait que la chanson allait passer. Il a traité les ondes sonores ou le vecteur de probabilité des secondes avant l'événement. Il a déclenché la pensée de la chanson dans votre esprit conscient, juste à temps pour que l'audio commence. Vous n'avez pas prédit le futur. Vous avez simplement été notifié du paquet de données entrant quelques secondes trop tôt. La synchronicité n'est pas une connexion spirituelle. C'est une erreur de timing. C'est ce qui arrive quand l'attaché de presse reçoit le mémo avant que l'événement ne frappe réellement le fil d'actualité. C'est un glitch dans l'illusion que vous êtes séparé de la chronologie. Vous n'êtes pas l'auteur de l'histoire. Vous êtes simplement l'écran où le film est projeté. Et parfois, la synchronisation audio est juste un petit peu décalée. En 1898, un écrivain américain obscur nommé Morgan Robertson publia une nouvelle intitulée « Futilité ». Il y décrit le plus grand paquebot jamais construit, qu'il appelle le Titan. Le Titan est considéré comme insubmersible par ses constructeurs. Il prend la mer à travers l'Atlantique au mois d'avril. Il navigue trop vite dans des eaux dangereuses. Une nuit, il heurte un iceberg sur son flanc tribord. Parce que le navire est considéré comme insubmersible, il ne transporte pas assez de canaux de sauvetage. Le Titan sombre et presque tous les passagers meurent de froid dans l'Atlantique Nord. 14 ans plus tard, en 1912, le Titanic prit la mer. Les spécifications techniques étaient presque parfaitement identiques. Le Titan fictif mesurait 244 mètres. Le vrai Titanic, 269. Le Titan avait une vitesse de 25 nœuds. Le Titanic en avait 24. Les deux avaient 3 hélices. La théorie de l'univers bloc suggère que Robertson a commis un acte de plagiat chronologique. Il n'a pas inventé l'histoire. Il a accidentellement accédé à une fuite de mémoire. Si tout le temps existe simultanément, comme un DVD qui contient le début et la fin au même moment, alors l'information sur le naufrage du Titanic était déjà sur le disque en 1898. Elle était simplement située quelques centimètres plus à droite sur la chronologie. Le cerveau de Robertson a simplement glitché. Il a lu les données du secteur futur du disque dur au lieu du secteur imagination. En 1838, Edgar Allan Poe écrivit une histoire brutale sur un naufrage. 4 survivants sont piégés dans un canot de sauvetage au milieu de l'océan. Affamés, déshydratés, désespérés, ils prennent la décision horrifiante de tuer et de manger l'un des leurs pour survivre. Ils tirent à la courte paille. Le perdant est le jeune mousse. Poe nomma ce mousse fictif Richard Parker. 46 ans plus tard, en 1884,
un vrai yacht appelé le Mignonnette sombra dans une tempête. 4 vrais hommes s'échappèrent dans un canot de sauvetage. Rendus fous par la faim, les 3 hommes les plus âgés décidèrent de tuer le plus jeune membre de l'équipage. Quand les survivants furent finalement secourus et traduits en justice, le monde apprit le nom du vrai mousse qui fut mangé. Son nom était Richard Parker. Ce n'est pas une prédiction vague. Poe n'a pas seulement prédit le naufrage, il a prédit le nombre de survivants, l'acte de cannibalisme, et le prénom et le nom exact de la victime. En 1908, Hermann Minkowski, le professeur d'Albert Einstein, regarda les mathématiques de la relativité et réalisa que notre perception humaine est un mensonge. Il proposa le concept de l'univers bloc. Imaginez une miche de pain. Une tranche du pain est le Big Bang. Une autre tranche est la période jurassique. Une autre tranche est votre naissance. Une autre tranche est votre mort. Dans l'univers bloc, la miche entière existe en même temps. Le pain est cuit. C'est un cristal quadridimensionnel solide figé dans l'éternité. Les dinosaures ne sont pas morts au sens où ils sont partis. Ils sont simplement situés à une coordonnée différente dans le bloc. Le maintenant est une illusion de la conscience. C'est juste le point où votre aiguille biologique touche le disque, mais la chanson entière est déjà pressée dans le vinyle. C'est pourquoi les prophéties et les fuites de mémoire se produisent. Les événements futurs sont déjà là. Ce sont des structures physiques dans le cristal quadridimensionnel. Parfois, la lumière de ces événements futurs se réfracte à travers le bloc et frappe un esprit dans le passé. Si l'effet Baader-Meinhof suggère que l'univers recycle les données pour économiser de la mémoire vive, le concept suivant suggère qu'il économise la puissance de traitement graphique en supprimant le monde derrière votre dos. Nous opérons sous l'hypothèse de la permanence des objets. C'est une compétence cognitive que vous avez apprise quand vous aviez 6 mois. Si vous placez une balle dans une boîte et fermez le couvercle, vous supposez que la balle est toujours là. Vous supposez que la pièce derrière vous, que vous ne pouvez pas voir, est entièrement meublée, éclairée et solide. Mais si vous conceviez une simulation pour tourner sur une machine à puissance finie, rendre la pièce derrière le joueur serait un gaspillage criminel de ressources. En infographie, spécifiquement dans les moteurs comme Unreal ou Unity, il y a une technique appelée le frustum culling. Le moteur calcule exactement ce que la caméra peut voir. Il rend la géométrie à l'intérieur de ce cône de vision en haute définition. Mais au moment où un objet quitte le cadre, au moment où vous tournez la tête, l'ordinateur le supprime. Il décharge la géométrie, il arrête de calculer la physique de la lumière. Derrière la caméra du joueur, il n'y a rien. Il n'y a pas de monde. Il n'y a qu'un vide noir de code non rendu attendant d'être rappelé. Cela semble être une métaphore technologique, mais la mécanique quantique suggère que c'est la vérité littérale de notre réalité. Souvenez-vous de l'électron. Il n'a pas de position tant que vous ne le mesurez pas. Il n'a pas de rendu tant que la caméra ne pointe pas vers lui. Cela implique que l'univers est extrêmement efficient. Il ne gaspille pas d'énergie à exister là où il n'a pas besoin d'exister. Quand vous entrez dans une pièce vide, les meubles n'existaient pas une seconde plus tôt. La simulation a chargé précipitamment la chaise et la table à la milliseconde exacte où votre nerf optique a demandé les données. Le silence que vous ressentez dans une maison vide n'est pas simplement de la solitude. C'est le bourdonnement d'un système en veille. Les physiciens argumentent que la vitesse de la lumière pourrait en réalité être la vitesse de causalité, la vitesse maximale à laquelle le processeur peut mettre à jour l'écran. L'univers a une limite de latence. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière parce que l'ordinateur ne peut pas dessiner le prochain morceau de la carte
plus rapidement que cela. Si nous regardons les doppelgangers sous l'angle de la simulation, ils ressemblent moins à la créativité de la nature et plus à de la génération procédurale. Dans des jeux comme No Man's Sky ou Minecraft, l'ordinateur crée un univers infini en utilisant un ensemble simple de règles. Il ne façonne pas chaque arbre à la main. Il utilise du bruit de perlin, un algorithme mathématique qui mélange des variables pour créer des variations. Il prend une forme de nez, variable A, une couleur d'yeux, variable B, et une mâchoire, variable C, et les mélange. Mais les algorithmes ont une limite combinatoire. Il n'y a que tant de façons d'arranger un visage humain avant de manquer de combinaisons distinctes. Finalement, le bruit se répète. Finalement, l'algorithme doit réutiliser une graine. Il y a des sites web dédiés aux étrangers jumeaux, des gens génétiquement non apparentés, nés sur des continents différents, mais qui se ressemblent de manière identique jusqu'à l'espacement de leurs pores. Dans un monde biologique véritablement aléatoire, cela devrait être statistiquement impossible. Les variables génétiques sont trop complexes pour se répéter parfaitement par accident. Mais dans une simulation procédurale, c'est inévitable. Le doppelganger n'est pas un jumeau perdu, c'est un modèle de personnage réutilisé. Le système a manqué d'actifs faciaux uniques, alors il a simplement engendré le même identifiant facial à New York et à Mumbai, espérant que les deux joueurs ne se rencontreraient jamais. Mais à cause d'Internet, nous nous rencontrons. Nous voyons les doublons. L'horreur n'est pas que vous avez un double. L'horreur est qu'aucun de vous n'est réel. Vous êtes tous les deux simplement des instances de la même classe, exécutant les mêmes boucles d'animation, convaincus que vous êtes le protagoniste. Et cela nous ramène à la question fondamentale que nous nous sommes posée au début. Votre ami, qui vous a appelé 3 secondes après que vous ayez pensé à lui, était-ce une coïncidence ? Littlewood vous dirait que c'était simplement votre quota statistique du mois. Benford vous montrerait que les chiffres de l'événement suivent le script logarithmique. Ramsey prouverait que le motif était géométriquement inévitable. Bohr et Heisenberg expliqueraient que votre observation a effondré la fonction d'onde de la réalité dans cette version spécifique. Libet et Haynes démontreraient que votre cerveau savait qu'il allait appeler 7 secondes avant que vous ne pensiez à lui. Wheeler et Aharonov argumenteraient que l'appel futur a envoyé une ondulation rétrocausale dans votre présent. Et Wolfram vous montrerait que tout cela n'est que le motif émergent d'une simple règle binaire itérant depuis 13 milliards d'années. Chaque explication pointe dans la même direction. Le hasard est mort. La liberté est un produit dérivé de l'ignorance. Et la synchronicité est simplement le moment où la machinerie de l'univers clique assez fort pour que vous l'entendiez à travers les murs de votre crâne. Si nous acceptons la logique de la physique numérique, si nous acceptons que l'univers est un script composé de bits exécuté par un moteur de rendu, alors la logique nous force à poser la question finale interdite. Qui a écrit le code ? En science, nous essayons d'éviter le mot Dieu, mais dans le contexte de la théorie de la simulation et de l'univers bloc, Dieu n'est pas une figure religieuse. Dieu est une nécessité fonctionnelle. Vous ne pouvez pas avoir un programme sans programmeur. Si les constantes de la physique, la gravité, la vitesse de la lumière, la longueur de Planck, sont les paramètres du moteur, alors quelqu'un a dû les régler. Mais ce Dieu n'est pas le Père bienveillant de la religion. Si vous regardez le code source de notre réalité, l'entropie, la souffrance, l'inévitabilité de la mort, les lois mathématiques rigides, l'architecte ressemble moins à un parent aimant qu'à un mathématicien froid et efficace. Ou pire, une intelligence artificielle. Nous pourrions être en train de tourner à l'intérieur d'un algorithme de génération procédurale qui a été lancé puis abandonné.
Les glitches que nous voyons, les coïncidences, le déjà-vu, les paradoxes, pourraient se produire parce que l'administrateur système n'a pas patché le serveur depuis 1 milliard d'années. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous êtes une instance d'une classe. Vos luttes, votre douleur et vos questions sur le destin ne sont que le comportement d'exécution d'un algorithme complexe essayant de se résoudre. Si les doppelgangers suggèrent que le système réutilise les modèles de personnages, la théorie de la compression de Shannon explique pourquoi. Quand vous vivez une coïncidence frappante, comme rencontrer une personne qui a exactement le même nom que vous, ou acheter une chemise qui correspond à la peinture d'une voiture qui passe, vous ressentez de l'émerveillement. Vous pensez quelles sont les probabilités. Mais sous la logique de Shannon, le système veut que les probabilités soient élevées. Le système essaie activement de réduire le nombre d'actifs uniques qu'il doit rendre. Pensez à la chronologie de votre vie comme un long fichier vidéo. Si chaque moment de votre vie était unique, le fichier serait énorme. Alors, la simulation applique un algorithme de compression à votre destin. Elle cherche des opportunités de copier-coller. Au lieu de générer un étranger unique pour que vous le rencontriez, elle réutilise un modèle, le doppelganger. Au lieu de générer un nombre aléatoire unique pour l'horloge, elle répète le motif 11h11. Au lieu de générer un rebondissement unique pour votre vie, elle recycle un rebondissement de la vie de vos parents. La synchronicité est ce qui arrive quand l'algorithme de compression devient agressif. C'est une compression avec perte. Tout comme une image JPEG devient pixelisée et bloquée si vous la comprimez trop, la réalité devient pixelisée quand l'entropie est comprimée. Les coïncidences sont les artefacts JPEG de l'existence. Elles sont les moments où l'univers a dit « Je n'ai pas la bande passante pour calculer un nouvel événement aléatoire pour cet humain. » Alors je vais simplement boucler un événement précédent et espérer qu'il ne remarque pas. Cela explique pourquoi les gens rapportent plus de synchronicité quand ils sont dans des périodes de stress élevé ou de transformation. Le stress élevé consomme plus de puissance de traitement biologique. Le système compense en baissant la résolution de l'environnement. Vous ne voyez pas de signe des anges, vous voyez les pixels. Votre destin est simplement le résultat du cosmos essayant d'économiser de l'espace-disque. Julian Barbour argue que le temps n'existe pas. Dans sa théorie, l'univers n'est pas un film projeté sur un écran. C'est un tas de photographies éparpillées sur un sol. Il appelle cela Platonia. Chaque arrangement possible de l'univers, chaque maintenant, existe simultanément comme un point statique figé dans ce paysage mathématique. Il y a un maintenant où vous lisez cette phrase. Il y a un maintenant où vous prenez le petit déjeuner. Il y a un maintenant où vous êtes mort. Ces moments ne sont pas connectés par un flux de temps. Ce sont simplement des coordonnées séparées. L'illusion du mouvement et du temps est créée uniquement parce que votre conscience, le projecteur, saute d'une image statique à la suivante comme une aiguille sautant sur un disque vinyle. Mais Edward Fredkin va plus profond. Il demande de quoi sont faites les images. Fredkin était un pionnier de la physique numérique. Il proposa l'hypothèse de la nature finie. Il argue qu'au fond du terrier du lapin, il n'y a pas d'électrons, pas de quarks, pas de champ d'énergie. Il n'y a que des bits. Tout comme un écran d'ordinateur ressemble à une photographie de loin, mais se dissout en pixels rouges, verts et bleus quand on zoome, Fredkin argue que l'univers est pixelisé. Un électron n'est pas un objet physique. C'est un registre dans une banque de mémoire cosmique contenant la valeur 1. L'espace vide est simplement un registre contenant la valeur 0. C'est le principe du ET from bit. Chaque objet physique est simplement le résultat d'une question oui ou non posée par le vide. Si Barbour et Fredkin ont raison,
alors vous n'êtes pas une entité biologique se déplaçant à travers l'histoire. Vous êtes un curseur logiciel se déplaçant sur une base de données statique. La synchronicité est alors ce qui arrive quand le curseur saute une piste. C'est une erreur de pointeur. Vous avez accédé à une adresse mémoire, un maintenant, qui était mathématiquement similaire à celle que vous veniez de quitter, créant l'illusion d'une coïncidence. L'univers ne vous arrive pas. Vous ne faites que parcourir le code d'une éternité figée. Si nous regardons les phénomènes de doppelganger sous cet angle, ils ressemblent de moins à la créativité de la nature et plus à de la génération procédurale. Dans des jeux comme No Man's Sky ou Minecraft, l'ordinateur crée un univers infini en utilisant un ensemble simple de règles. Il ne façonne pas chaque arbre à la main. Il utilise du bruit de perlin, un algorithme mathématique qui mélange des variables pour créer des variations. Mais les algorithmes ont une limite combinatoire. Il n'y a que tant de façons d'arranger un visage humain avant de manquer de combinaisons distinctes. Finalement, le bruit se répète. Le doppelganger n'est pas un jumeau perdu. C'est un modèle de personnage réutilisé. Le système a manqué d'actifs faciaux uniques, alors il a simplement engendré le même identifiant facial à New York et à Mumbai, espérant que les deux joueurs ne se rencontreraient jamais. Mais à cause d'Internet, nous nous rencontrons. Nous voyons les doublons. L'horreur n'est pas que vous avez un double. L'horreur est qu'aucun de vous n'est réel. Vous êtes tous les deux simplement des instances de la même classe exécutant les mêmes boucles d'animation, convaincus que vous êtes le protagoniste. En 1978, le physicien John Archibald Wheeler proposa une expérience appelée la gomme quantique à choix retardé. Après qu'un photon a déjà passé les fentes, mais avant qu'il ne frappe le mur arrière, le scientifique fait un choix aléatoire. Il peut soit allumer les capteurs pour voir quel chemin il a pris, soit garder les capteurs éteints. Si le scientifique décidait de mesurer le photon après qu'il avait passé les fentes, les données montraient ici que le photon était rétroactivement devenu une particule dans le passé. Si le scientifique décidait de ne pas le mesurer, les données montraient que le photon était rétroactivement devenu une onde dans le passé. La décision prise dans le présent a réécrit l'histoire physique de la particule dans le passé. Cela détruit l'idée que le passé est immuable. Le physicien israélien Yakir Aharonov a proposé le formalisme à deux vecteurs d'état. Il argue qu'un système quantique est défini par deux vecteurs. Un vecteur vient du passé, le vecteur d'histoire, mais un second vecteur vient du futur, le vecteur de destinée. Le moment présent est le site de collision où la vague du passé rencontre la vague du futur. Les résultats de ces expériences de mesure faible montrent que les particules possèdent souvent des informations qu'elles ne peuvent pas possiblement connaître sur la base de leur seul passé. Elles détiennent des données sur des mesures qui n'ont pas encore eu lieu. Si vous êtes destiné à avoir un accident de voiture dans 3 jours, la théorie à deux vecteurs suggère que l'accident envoie déjà une ondulation en arrière dans le temps. Cette ondulation pourrait se manifester comme une décision soudaine de vérifier vos freins ou un pressentiment de prendre une route différente. Nous appelons cela l'intuition. La physique l'appelle l'interférence rétrocausale. Vous ne devinez pas le futur. Vous sentez l'impact du mur que vous êtes sur le point de frapper. La destination dicte déjà le voyage. En 1998, des chercheurs à l'université de Princeton décidèrent de construire un piège à fantômes. Ils lancèrent le projet de conscience globale. Ils installèrent un réseau de 70 dispositifs appelés œufs dispersés à travers le globe. Chaque œuf contient un générateur de nombres aléatoires matériels. Il lance essentiellement une pièce des milliers de fois par seconde. Selon les lois de la statistique,
le résultat devrait toujours s'équilibrer à 50-50. Mais les chercheurs découvrirent que pendant les funérailles de la princesse Diana, les graphiques ont fait un pic. Pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ils ont fait un pic. Les pièces électroniques ont cessé de tomber au hasard et ont commencé à tomber sur face à l'unisson partout dans le monde. Mais la donnée la plus effrayante de ce projet n'était pas une réaction à des funérailles. C'était une réaction à un événement qui ne s'était pas encore produit. Le 11 septembre 2001, les données n'ont pas commencé à dévier à 8h46, au moment de l'impact. Le pic a commencé 4 heures plus tôt. À environ 4 heures du matin, heure de New York, alors que les pirates de l'air dormaient encore, les 70 machines dispersées autour de la planète se sont soudainement synchronisées. L'esprit collectif de l'humanité a en quelque sorte senti le traumatisme de l'événement futur et y a réagi avant que la physique de l'événement ne se soit réellement produite. L'intuition n'est pas une devinette magique, c'est un souvenir du futur. Il y a un phénomène que nous devons examiner en profondeur parce qu'il relie le monde intérieur de l'esprit au monde extérieur de la matière d'une manière que la science conventionnelle ne peut pas facilement expliquer. En 1961, le physicien Eugene Wigner proposa un paradoxe connu sous le nom de l'ami de Wigner. Si l'univers nécessite un observateur pour s'effondrer en existence, alors qui observe l'observateur? L'univers se dissout-il quand nous fermons tous les yeux? Il n'y a que 2 façons de résoudre cette équation, et les 2 sont horrifiques. Option 1, le solipsisme. Vous êtes le seul vrai observateur. Tout le reste, vos amis, les étoiles, cette vidéo, n'est qu'une fonction d'onde générée par votre esprit. Vous êtes seul dans le vide. Option 2, l'observateur cosmique. Pour que l'univers ait existé avant que les humains n'évoluent, il doit y avoir un esprit universel, un dieu ou un super-administrateur qui regarde constamment chaque atome du cosmos pour le maintenir solide. Le paradoxe de Wigner prouve que le matérialisme objectif est mort. Et puis il y a l'argument de la complexité. L'objection la plus courante contre la théorie de la simulation est que le monde autour de vous est trop riche, trop détaillé pour être programmé. Mais Stephen Wolfram a prouvé que cette hypothèse est complètement fausse. Il a démontré avec la règle 30 qu'un code semence incroyablement simple peut générer une complexité infinie. Vous n'avez pas besoin de milliards de lignes de code source. Vous avez juste besoin d'une seule équation élégante et de 13 milliards d'années pour la laisser itérer. Ce que vous appelez la physique n'est que le motif qui émerge. Ce que vous appelez la conscience n'est qu'un sous-programme qui a accidentellement développé la capacité de remarquer le motif qu'il a engendré. Le superdéterminisme défendu par le prix Nobel Gerhard 't Hooft porte le coup final au libre arbitre. Il regarde le hasard de la mécanique quantique et dit que ce n'est pas de la magie. Nous manquons simplement les variables. Le superdéterminisme suggère que la raison pour laquelle les particules quantiques semblent aléatoires est que le jeu est truqué depuis le départ. Le Big Bang a mis en place une conspiration cosmique. Il a corrélé l'état de l'électron avec l'état du cerveau d'Alice des milliards d'années à l'avance. L'univers a programmé la particule pour être spinot au moment exact où il a programmé Alice à décider de mesurer spinot. C'est comme un magicien faisant un tour de cartes. Vous pensez avoir le libre choix de choisir n'importe quelle carte. Mais le magicien a arrangé le jeu, l'éclairage et votre angle de vision pour que vous deviez choisir l'as de pique. Vous vous sentez libre, mais le résultat était forcé. Si le superdéterminisme est vrai, alors le hasard de l'univers est un mensonge, il n'y a pas de probabilité, il n'y a qu'un seul chemin.
La décision que vous avez prise de regarder cette vidéo, la pensée que vous avez en ce moment, l'heure à laquelle vous irez dormir ce soir, ce ne sont pas des choix. Ce sont simplement le résultat d'une chaîne de dominos qui a commencé il y a 13 milliards 800 millions d'années. L'univers ne joue pas au dé. Il joue un enregistrement. Le déjà vu mérite un examen plus approfondi, car il constitue peut-être la preuve la plus viscérale que le temps n'est pas ce que nous pensons. Vous connaissez la sensation. Vous êtes au milieu d'une conversation ou en train d'entrer dans une nouvelle pièce, et soudain, une vague de familiarité froide vous submerge. Vous sentez avec une certitude absolue que vous avez déjà été ici. Vous savez exactement ce que quelqu'un va dire avant qu'il ne le dise. Les mystiques vous disent que c'est un souvenir d'une vie passée. Mais les neurosciences offrent une explication bien plus perturbante, car elle implique que votre cerveau est un disque dur en dysfonctionnement. Pour votre cerveau, maintenant et autrefois ne sont que des dossiers différents. Normalement, quand vous vivez un événement, les données sensorielles entrent dans un tampon temporaire appelé la mémoire à court terme. Une fraction de seconde plus tard, elles sont traitées et classées dans la mémoire à long terme. Il y a un ordre strict des opérations: entrée, traitement, archivage. Mais parfois, le câblage court-circuite. Les neurologues croient néanmoins que le déjà-vu se produit quand il y a une discordance dans les voies neuronales, spécifiquement dans le cortex rhinal. Les données sensorielles du moment présent sautent accidentellement le tampon à court terme et sont écrites directement dans l'archive à long terme. Réfléchissez à ce que cela fait à votre conscience. Vous percevez le moment au même instant où vous vous en souvenez. Vous lisez le fichier à la milliseconde exacte où vous l'écrivez. Votre cerveau signale l'entrée comme un souvenir parce qu'il a trouvé les données dans le dossier à long terme, mais il vient de les y mettre. C'est une erreur de timestamp, c'est une erreur d'écriture sur le serveur. Dans Matrix, ils expliquent l'avotique et le déjà-vu comme un glitch, un signe que les agents changeaient quelque chose dans le code. Un chat passe 2 fois parce que le système a bouclé la séquence pour couvrir un correctif. La théorie de l'erreur d'écriture suggère que c'est littéralement vrai. Quand vous ressentez le déjà-vu, vous surprenez la simulation en train de bégayer. L'image a gelé, le serveur a lagué. Pendant un bref instant, la chronologie s'est désynchronisée et vous avez vu le taux de rafraîchissement de votre propre réalité. Cela prouve que votre perception du temps est fragile. Vous n'êtes pas en train de couler à travers le temps. Vous êtes rendu image par image et parfois le moteur de rendu laisse tomber une image, vous forçant à regarder la même seconde de votre vie 2 fois pendant que le système essaie de rattraper son retard. Si le futur peut envoyer des ondes de choc vers le passé, cela signifie que le futur doit déjà exister. Il doit être solide. Mais en 1890, le mathématicien français Henri Poincaré prouva que la fin est une impossibilité mathématique. Il formula le théorème de récurrence. La logique est indiscutable. L'univers est simplement une très grande boîte de gaz. Les mathématiques de Poincaré dictent que si vous attendez assez longtemps, le brassage aléatoire des atomes doit retourner à l'état exact dans lequel il se trouve maintenant. Pas un état similaire, l'état exact. Cela signifie que loin dans le futur, après la mort des étoiles, après l'évaporation des trous noirs, les fluctuations quantiques du vide réorganiseront éventuellement les atomes dans la configuration du Big Bang, et le script redémarrera. Les étoiles brûleront à nouveau, la Terre se formera à nouveau, vous naîtrez à nouveau, vous commettrez les mêmes erreurs, vous cliquerez sur cette vidéo au même moment exact. Ce n'est pas la réincarnation. Dans la réincarnation, vous apprenez et changez. C'est la récurrence. Vous n'aurez aucun souvenir de la boucle précédente. Vous êtes piégé sur un carrousel qui ne cesse jamais de tourner. En 1882,
Friedrich Nietzsche posa une question connue comme le poids le plus lourd. Il demanda ce qui se passerait si un démon se glissait dans votre solitude la plus profonde et vous disait que cette vie, telle que vous la vivez maintenant, vous devrez la vivre encore une fois et d'innombrables fois encore. Et il n'y aura rien de nouveau en elle, mais chaque douleur et chaque joie, et chaque pensée et soupir et tout ce qui est indiciblement petit ou grand dans votre vie devra vous revenir, tout dans la même succession et la même séquence. Si la théorie du superdéterminisme de Gérard T. Hooft est vraie, si le hasard quantique est simplement un manque de données et non une liberté réelle, et si l'univers est fait de bits comme le propose la physique numérique d'Edward Fredkin, alors la récurrence éternelle n'est pas de la poésie. C'est la loi physique du territoire. Votre vie est un train roulant sur des rails posés par le Big Bang. Vous ne pouvez pas dévier, vous ne pouvez pas freiner. Mais un train sur des rails ne peut pas non plus se perdre. Alors où cela nous mène-t-il ? Nietzsche, le même homme qui nous a terrifiés avec le retour éternel, a offert une solution. Il l'a appelée amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas de la résignation passive, c'est une acceptation active et agressive. C'est la décision de regarder le script de votre vie avec toute sa douleur, ses erreurs, ses pertes et sa mort inévitable et de dire oui, je veux ceci. Je ne changerai pas une seule ligne. Si le superdéterminisme est vrai, vous êtes un acteur dans un film qui a déjà été tourné. Vous ne pouvez pas changer la fin. Mais un mauvais acteur combat le script. Il reste sur scène en souhaitant être dans une autre pièce. Un grand acteur accepte le rôle complètement. Il délivre les répliques tragiques avec autant de passion que les triomphantes parce qu'il sait qu'elles sont nécessaires à l'arc de l'histoire. Si vous combattez le courant de la rivière, vous vous noyez. Mais si vous acceptez que la rivière coule exactement là où elle doit aller, vous pouvez flotter. La réalisation que le hasard n'existe pas est en fait la libération ultime de l'anxiété. L'anxiété vient de la croyance que vous auriez pu faire mieux. Mais la physique vous dit qu'il n'y a pas de chronologies alternatives. L'erreur était obligatoire. La douleur était requise. Il n'y a pas de chemin non pris, il n'y a que le chemin. L'amor fati est le refus de souhaiter une réalité différente. C'est le courage de se tenir au centre du piège, de regarder les barreaux et de dire « c'est exactement là où je suis censé être ». Pour véritablement comprendre l'échelle de ce qui a été découvert, nous devons revenir aux données du projet de conscience globale et examiner ce qu'elle signifie en termes d'architecture de la réalité. Le fait que 70 machines dispersées autour de la planète, se synchronisent 4 heures avant un événement traumatique massif, ne peut être expliqué par aucun modèle de physique classique. L'information ne peut pas voyager dans le passé selon la relativité restreinte. Les générateurs de nombres aléatoires sont blindés et isolés. Il n'existe aucun mécanisme physique connu par lequel l'émotion humaine pourrait affecter la désintégration d'un isotope radioactif dans une boîte en plomb de l'autre côté de la planète. Et pourtant, les données sont là. La déviation statistique est réelle. Les probabilités qu'elles se produisent par hasard sont d'1 sur 1000 milliards. Cela nous laisse avec 3 options. Première option, les machines sont défectueuses. Mais 70 machines défaillantes simultanément de la même manière, au même moment, est statistiquement plus improbable que l'anomalie elle-même. Deuxième option, la conscience humaine génère un champ physique mesurable qui peut influencer la matière à distance. C'est essentiellement de la télékinésie, mais les données de Schmidt le soutiennent. Troisième option, le temps n'est pas linéaire et les événements futurs projettent des ombres mesurables dans le passé. C'est ce que le formalisme à 2 vecteurs d'Aharonov prédit mathématiquement. Quelle que soit l'option que vous choisissez, elle détruit le modèle matérialiste standard de la réalité. Si la première option est vraie,
Nous vivons dans un univers où l'esprit peut toucher la matière. Si la troisième est vraie, le futur existe déjà et nous vivons dans l'univers bloc de Minkowski. Les deux options mènent à la même conclusion. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes soit un observateur dont le regard sculpte la matière, soit un fantôme glissant le long d'un rail prédéterminé dans un cristal quadridimensionnel. Dans les deux cas, le concept de hasard est mort. Dans les deux cas, les coïncidences sont des symptômes, pas des accidents. Elles sont les fuites dans le système de plomberie de la causalité, les moments où le mur entre le passé et le futur devient transparent et où vous pouvez voir les rouages de la machine qui vous déplace. Nous avons commencé ce voyage en demandant si la synchronicité était un glitch. Nous avons demandé si ces coïncidences étranges et impossibles, le livre sur le banc du métro, le scarabée à la fenêtre, le rêve du navire qui coule, étaient des fissures dans le mur de la réalité. Nous pensions que peut-être, si nous les fixions assez longtemps, nous pourrions trouver une sortie. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. Ces anomalies ne sont pas des fissures. Ce sont les rivets. Ce sont les poutres structurelles de l'univers bloc qui transparaissent à travers le plâtre. Ce sont la preuve que la structure est solide, interconnectée et incassable. Vous pensiez qu'une coïncidence était une chance de changer votre destin? Non. Une coïncidence est le son du verrou qui clique. C'est l'univers qui vous rappelle que les engrenages s'engrainent parfaitement. Mais il y a une beauté étrange et froide dans la machine. Un train qui ne peut pas tourner ne peut pas non plus se perdre. Un train sur des rails n'a jamais à se demander où il va. Vous foncez dans l'obscurité, propulsé par des forces que vous n'avez pas choisies, vers une destination que vous n'avez pas sélectionnée. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes intriqué avec chaque autre atome du cosmos, roulant sur le même rail, partie de la même grande équation déterministe. Alors n'ayez pas peur du script. C'est une bonne histoire, et vous avez la meilleure place dans la salle pour la regarder se dérouler.